Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le processus d'indemnisation des victimes des crises survenues depuis 1990 en Côte d'Ivoire a débuté. Une cérémonie symbolique avait lieu ce mardi, présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Fin du dépôt des candidatures pour la présidentielle et les législatives au Burkina Faso, des scrutins qui auront lieu en octobre prochain selon les dispositions du nouveau code électoral. Et le président togolais Faure Gnassingbé est attendu ce jeudi en Égypte au programme inauguration du nouveau canal de Suez et renforcement de la coopération bilatérale. Mais tout d'abord en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle est officiellement fixée au 25 octobre 2015. La date était évoquée depuis plusieurs mois, mais un décret adopté ce mercredi l'a arrêté définitivement. Cette convocation intervient alors que le chef de l'État, Alassane Ouattara, vient de déposer sa candidature pour briguer un deuxième mandat. Et toujours en Côte d'Ivoire, le processus d'indemnisation des victimes des différentes crises survenues depuis 1990 a débuté ce mardi. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, est organisée à Abidjan. Pour cette première phase, 4500 victimes, dont 3500 ayant droit des victimes décédées et 1000 blessés ont été identifiés. Ibrahim Ndiaye. Début des processus d'indemnisation des victimes des crises en Côte d'Ivoire. Ils sont au total pour la première phase 3500 ayant droit, membres de familles de personnes décédées et 1000 blessés identifiés par la commission nationale créée par les autorités concernées par ce processus entamé ce mardi 4 août. L'indemnisation concerne les crises successives qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis 1990. Une cérémonie présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara a été organisée à cette occasion à Abidjan. Des victimes ont reçu pour l'occasion un chèque d'une valeur d'1 million de francs CFA des mains du président Alassane Ouattara. Cette possibilité que le président de la République donne par la mise en place donc de ce fonds, n'est-ce pas, qui permettra la prise en charge des victimes, je pense que nous sommes au bout du tunnel. Le gouvernement sera fin prêt. Des mécanismes seront mis en place à l'effet d'avoir une liste consensuelle. Cela est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que aucune victime ne soit laissée sur le bord du chemin. Les victimes et leurs familles sont soulagées. Elles réclament depuis plusieurs années des compensations. La CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, supervise les dédommagements. C'était juste un certain nombre de prioritaires qui ont perçu cette indemnisation. Mais au niveau de la CONARIV, nous sommes en train de consolider les listes, puisque nous avons pris les listes de toutes les institutions, des ONG, de victimes, des ONG même aussi qui ont des listes de victimes. Nous sommes en train de faire le traitement et d'ici la fin août, tout sera fin prêt et les indemnisations proprement dites vont commencer. Par ordre de priorité, bien sûr. Rappelons qu'un fonds de 10 milliards de francs CFA a été créé en décembre 2015 pour la réparation des préjudices subis par les victimes des différents conflits en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, c'est peut-être ce jeudi l'épilogue d'un procès à rebondissement. La Cour suprême doit examiner le dossier de l'affaire Karim Wade, ancien ministre et fils de l'ex-président. La Chambre doit dire si elle valide ou non la condamnation à 6 ans de prison ferme prononcée par la Cour d'enrichissement illicite. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. C'est le 6 août 2015 que la Cour suprême va statuer sur l'affaire Karim Wade, condamné à 6 ans de prison ferme. Ceci après les 7 recours déposés par les avocats de Karim Wade contre l'arrêt rendu le 23 mars par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Mais les avocats de Karim Wade jugent cette audience illégale. La première chose qu'il faut relever, c'est que nous estimons que la programmation de l'audience est faite en violation des propres règles de procédure de la Cour suprême. Nous sommes encore dans le délai d'instruction des pourvois et nous-mêmes nous disposons d'un délai pour répondre aux pourvois qui nous ont été signifiés car nous sommes également défendeurs. Donc nous ne pouvons pas nous en attendre grand-chose. Nous signalons tout de suite qu'il y a une violation encore des droits de la défense. Selon les avocats de l'État du Sénégal, la requête de la défense n'a aucune chance d'aboutir. Nous sommes confiants, nous irons écouter la Cour suprême et continuer de défendre l'État car la cause est noble. Il faut que tout le monde comprenne que la corruption est finie au Sénégal. Qu'un citoyen sénégalais s'accapare injustement de plusieurs milliards et laisse les autres dans la souffrance, c'est fini.
Si la Cour suprême estime que sa condamnation est conforme au droit, Karim Wade purgera entièrement sa peine et les libéraux devront chercher un autre candidat pour porter leur couleur. Malgré sa détention, celui-ci a été désigné candidat du Parti démocratique sénégalais à la prochaine élection présidentielle. Dans l'actualité également, le président soudanais Omar el-Béchir prévoit de se rendre à New York en septembre pour s'exprimer devant les Nations Unies. Le programme provisoire de l'ONU pour le sommet du développement durable prévoit une prise de parole du chef de l'État soudanais le 26 septembre. Pour rappel, le président soudanais est inculpé de génocide et crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Au Burkina Faso, la réception des dossiers de candidature pour les élections a été clôturée ce lundi 3 août. Les prochains scrutins se dérouleront dans un contexte particulier, marqué par l'adoption en avril d'un nouveau code électoral, un texte qui avait suscité une vive polémique. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Au Burkina Faso, le processus de dépôt des candidatures pour les élections couplées présidentielles et législatives a pris fin le 3 août 2015. Pour ces consultations électorales post-insurrection, un nouveau code électoral avait été adopté en avril 2015. En plus de l'exclusion des personnalités du pouvoir déchu qui ont ouvertement approuvé le projet de modification de la Constitution, il introduit de nouvelles innovations. À titre d'exemple, lors de la prochaine campagne électorale, les gadgets publicitaires seront proscrits, un gage d'équité pour de nombreux observateurs. Ce sont des objets, des moyens de communication, je vais dire, qui tendaient plutôt à corrompre le débat public, à vicier le débat public. Je crois que le fait de les interdire, en tout cas d'encadrer leur utilisation, n'est pas mauvais en soi. C'est vrai qu'il faut reconnaître, pour faire de la politique, il faut des moyens. Le discours, le programme ne suffit pas en lui-même. Mais je crois que l'objectif, la philosophie ici, c'est d'avoir une certaine équité, une certaine égalité pour permettre aux citoyens d'approcher les populations avec presque, je ne dirais pas à armes égales, mais en tout cas à armes plus ou moins égales. Dans ce nouveau code, la candidature indépendante est autorisée, alors même que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a enregistré 98 dossiers des partis politiques et des candidats indépendants. Des voix s'élèvent pour dénoncer cette disposition. Quiconque voudrait faire de la politique a la liberté de se constituer parti politique. Ensuite, ce que vous oubliez, c'est que les candidatures indépendantes sont suscitées par des organisations de la société civile qui ont déposé un récépissé pour dire qu'ils sont apolitiques. Et ils profitent des financements publics et extérieurs pour mener des activités. Et c'est justement sur ces mêmes sillons qu'ils ont tracés, c'est sur ces sillons-là qu'ils repartent pour s'aimer la graine de la politique. Donc il y a une concurrence déloyale avec les partis politiques qui ont fait une déclaration en bonne et due forme. Aussi, ce nouveau code interdit-il les pratiques publicitaires à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote 90 jours avant tout scrutin. Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 22 juin 2015. Les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 11 octobre 2015. Le président togolais Faure Gnassingbé se rend ce jeudi en Égypte. Il assistera à l'inauguration du nouveau canal de Suez. Quant au gouvernement égyptien, il entend développer les nouvelles orientations de sa politique africaine. Alioune Guindo et Arwar Barkala. Le président de la République togolaise est attendu au Caire ce jeudi 6 août à l'invitation de son homologue égyptien. Les discussions entre les deux chefs d'État porteront notamment sur la coopération entre le Togo et l'Égypte. Le vice-ministre égyptien de la Santé s'était récemment rendu à Lomé, capitale togolaise. Alors, la visite du président Faure Gnassingbé en Égypte s'inscrit d'abord dans le cadre des cérémonies d'inauguration du deuxième canal de Suez. Mais cette visite sera également l'occasion de faire un passage en revue de la coopération bilatérale. Aujourd'hui, l'Égypte et le Togo, comme beaucoup de pays africains, ont les mêmes préoccupations, notamment en matière de terrorisme, de piraterie maritime. Il faut mutualiser et renforcer la coopération entre nos États pour pouvoir lutter contre ce fléau. En deuxième lieu, sur le plan purement bilatéral, en matière agricole, énergétique, en matière également commerciale, le Togo et l'Égypte sont déterminés à renforcer et à approfondir leur coopération. La visite de Faure Gnassingbé est également l'occasion pour le président Abdel Fattah el-Sisi d'apporter des précisions sur les nouvelles orientations de la politique égyptienne à l'égard du reste de l'Afrique.
Le président El-Sisi tente depuis bientôt 6 mois d'approfondir les relations entre le Caire et plusieurs capitales africaines. Et les pays africains ont beaucoup d'intérêt à avoir des relations diplomatiques plus approfondies avec l'Égypte, y compris le Togo. Cela revient à dire que depuis la crise entre l'Égypte et l'Éthiopie autour de barrages, l'Égypte a senti l'importance de se diriger vers le sud. Le gouvernement égyptien a créé en juillet 2014 l'Agence de partenariat pour le développement, AEPD, dont la vocation est de renforcer la coopération avec les pays africains. Cependant, les modalités d'une éventuelle coopération entre l'Égypte et le reste de l'Afrique requièrent des garanties quant à la situation sécuritaire qui prévaut dans le bassin méditerranéen, mais aussi au sein du continent africain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.